Bonjour à tous, bienvenue dans le journal de CCDV français. Tout de suite, les principaux titres. Aux États-Unis, le ministre chinois des Affaires étrangères présente la politique étrangère de la Chine et rencontre le président Barack Obama. Dans un autre registre, le président américain estime que la fin de la guerre en Syrie est la clé de la lutte contre le groupe État islamique. Les pays membres de l'Union européenne annoncent qu'ils pourraient imposer plus de contrôles aux frontières pour faire face à l'afflux des migrants. Dans le cadre du sommet du G20, le gouverneur de la Banque centrale chinoise affirme que les fondamentaux du renminbi restent solides. Et toujours en Chine, les prix du marché immobilier continuent d'augmenter, en particulier dans les grandes villes. Les relations sino-américaines pour commencer. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, en visite aux États-Unis, s'est entretenu avec le président américain Barack Obama à la Maison-Blanche lors de son troisième et dernier jour à Washington. Wang Yi a eu une chance rare d'intervenir longuement dans un groupe de discussion à Washington sur les relations Chine-États-Unis. Les 3 jours de visite du ministre chinois des Affaires étrangères ont donné le ton aux relations Chine-États-Unis. Adressé à un groupe de discussion à Washington, le discours de Wang Yi a dissipé le doute sur le ralentissement de l'économie chinoise. Nous avons entendu beaucoup d'inquiétudes sur le développement économique de la Chine. Mais j'ai envie de dire à nos amis que l'économie de la Chine ne s'oriente pas vers un atterrissage difficile. La Chine continue sa politique d'ouverture et ses réformes économiques. Monsieur Wang a souligné que la rapide croissance économique de ces dernières décennies a sorti 600 millions de personnes de la pauvreté et a placé la Chine au rang de seconde économie mondiale. Il a déclaré que la Chine continuera ses réformes structurelles et l'économie deviendra plus saine, plus verte et plus durable. Le ministre des Affaires étrangères a ajouté que la diplomatie de la Chine est une extension de ses affaires domestiques, en particulier au niveau du développement. La mission la plus importante est de travailler avec davantage de pays pour promouvoir l'initiative d'une ceinture, une route. Elle préserve également les intérêts à l'étranger et les intérêts des ressortissants chinois et des entreprises à l'étranger. Wang Yi a également déclaré que la Chine jouera un rôle plus actif dans le règlement des différends internationaux. Il a souligné que la Chine et les États-Unis ne sont pas des concurrents. Il a souligné que la confiance mutuelle est la solution. L'objectif est de bâtir un nouveau modèle de relations entre la Chine et les États-Unis et de nourrir les relations gagnant-gagnant. Et je pense qu'il s'agit d'une bonne voie. Nous travaillons avec les États-Unis dans cette direction pour approfondir l'entente mutuelle, améliorer le dialogue et renforcer les liens. Selon Wang Yi, les intérêts communs sont bien plus importants que les différends. Il a déclaré qu'une relation solide entre la Chine et les États-Unis sera bénéfique non seulement aux deux peuples, mais également pour les pays du monde entier au sens large. Au Centre pour les études stratégiques et internationales de Washington, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que la sécurité nationale chinoise se sentait menacée par le système antimissile THAAD que les États-Unis se proposent de déployer en Corée du Sud. Je dois dire que le système de radar associé au système THAAD a une circonférence qui va bien au-delà de la péninsule sud-coréenne et atteint l'intérieur de la Chine. En d'autres termes, les intérêts sécuritaires légitimes de la Chine seraient menacés. Quand nous avons appris que les États-Unis et la Corée du Sud envisageaient le déploiement du système THAAD, nous avons eu des inquiétudes et une explication convaincante doit être fournie à la Chine. Je ne pense pas que cela soit trop demandé. Et nous sommes contre le déploiement d'armes nucléaires de la part de la RPDC. Et nous ne pouvons pas non plus accepter de déploiement d'armes nucléaires sur la péninsule coréenne, que ce soit au sud ou au nord, qu'elles soient développées de façon interne ou importées de l'étranger. Washington et Séoul ont initié des pourparlers sur le système THAAD après la conduite par la RPDC de son 4e essai nucléaire le 6 janvier et le lancement supposé d'un satellite d'observation capable de tester une technologie de missile balistique le 7 février.
Le radar X-band est connu pour être capable de détecter des missiles jusqu'à 2000 km à l'intérieur des territoires de la Chine et de la Russie depuis la frontière avec la RBDC. Wang Yi ajoute que la Chine développe la zone pour des usages principalement civils, évoquant des phares et des installations météorologiques construites dans la région. Avec toutes ces installations qui nous entourent, nous avons certainement besoin d'installations de défense. C'est notre droit à l'autodéfense tel qu'il nous est accordé par le droit international. Je voudrais toutefois vous informer que notre but est de construire davantage d'installations civiles. Le président américain Barack Obama a indiqué que la clé pour mettre fin à la guerre civile en Syrie est de remporter la bataille contre la Daesh. Il a fait ces observations après avoir participé à la réunion du Conseil national de la sécurité des États-Unis. Lors de cette réunion, ils ont discuté du conflit et de la campagne contre le groupe terroriste. Si le cessez-le-feu est mis en œuvre, cette interruption des hostilités pourrait prévenir la violence et permettre l'envoi de convois d'aide humanitaire aux Syriens, qui souffrent et en ont désespérément besoin. Cela pourrait sauver des vies. Des négociations pourraient également déboucher sur un règlement politique du conflit en Syrie, afin que tout le monde puisse enfin porter toute son attention sur l'éradication de Daesh. C'est pourquoi les États-Unis mettront tout en œuvre pour optimiser les chances de réussite de la fin des hostilités. Obama a cependant admis que même sans les meilleures circonstances, la violence ne cessera pas immédiatement. C'est en partie dû au plan d'interruption des hostilités qui n'inclut ni l'EI ni le front Al-Nosra affilié à Al-Qaïda, qui probablement continueront de participer aux hostilités. Il a exhorté toutes les parties impliquées dans les négociations de paix à mettre fin aux attaques et aux bombardements aériens. Il a ajouté que l'on doit permettre aux organismes d'avoir accès à ceux qui ont besoin de l'aide humanitaire et qui vivent dans les régions assiégées. Il a appelé les gouvernements syriens et russes à respecter leur engagement. Les Iraniens se rendront cette semaine dans les bureaux de vote pour l'élection d'un nouveau Parlement et de l'Assemblée des experts. Il s'agit d'une vive concurrence de plus de 290 sièges au Parlement iranien. Les dernières élections parlementaires remontent à 4 ans et cette semaine, les citoyens se rendront dans les urnes pour voter. Il y a plus de 6000 candidats qui se présentent pour le mandat de 4 ans, un record dans l'histoire contemporaine iranienne. La bataille politique se joue entre les conservateurs et les réformistes. Chaque parti déploie toute sa force politique pour remporter une majorité. Nombreux pensent que les conservateurs ont le dessus, contrôlant le Parlement ces 12 dernières années. Mais le président réformiste Hassan Rouhani a changé le spectre politique en 2013 en remportant la présidence. Alors que de nombreuses sanctions se lèvent, le cours du pétrole n'est pas très élevé et les politiques économiques et gouvernementales sont contestées par les économistes. L'économie mondiale n'est pas positive. Si le président Rouhani est capable d'améliorer l'économie, il sera facilement réélu. Et ses partisans sont à présent confrontés aux conservateurs. Un parlement en faveur pourrait ouvrir la voie à la réélection du président Rouhani et selon un analyste, tout se joue dans le domaine économique. L'Iran continuera d'observer les États-Unis avec précaution, mais étendra ses liens avec la Russie et la Chine et d'autres pays de l'Europe. L'Iran joue un rôle clé dans la région suite à la signature d'un accord nucléaire au mois de juillet. Je suis reconnaissant et surpris du grand enthousiasme et de la participation des personnes de la sélection. Cela choque les personnes du monde entier, les médias et les politiciens, partout dans le monde. L'administration Obama accordera une attention particulière aux résultats des élections. Un changement politique pourrait mettre à l'épreuve l'adhésion de l'Iran concernant l'accord nucléaire et l'engagement futur avec les États-Unis. Jeudi à Bruxelles, les ministres de l'Union européenne se sont à nouveau penchés sur la crise des migrants sans qu'une solution claire n'en émerge. Cela a conduit le commissaire européen aux affaires intérieures à leur lancer un avertissement.
L'avertissement du commissaire en charge de l'immigration a été un peu plus clair. L'espace de libre circulation de Schengen va s'effondrer si une baisse significative de l'arrivée de migrants ne se produit pas d'ici la tenue du sommet avec la Turquie le 7 mars. Il existe un danger, il existe un risque que le système tout entier vole en éclats. Cet avertissement a fait suite à un nouvel échec dans les négociations pour parvenir à une réponse unifiée à cette crise. 22 États membres appartiennent à l'espace Schengen, qui est fondamental pour la libre circulation des populations et des marchandises dans les pays participants, mais qui met aujourd'hui en danger la notion d'unité européenne. Au niveau des migrations, l'Union européenne n'a plus de ligne claire. Nous allons vers l'anarchie. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a averti qu'un échec pousserait la Grande-Bretagne vers une sortie de l'Union européenne lors du référendum de juin prochain. En marge du sommet de jeudi, le ministre autrichien de l'Intérieur a rencontré les délégués des pays Balkans pour discuter des moyens d'endiguer le flux de migrants passant par la Grèce. Nous avons besoin de regagner notre capacité à agir. Et cela sera seulement possible une fois que la frontière extérieure sera protégée. Je dis cela franchement. Si la Grèce insiste sur le fait qu'elle ne peut pas protéger sa frontière orientale, on peut se demander si la frontière Schengen a un sens. La réponse d'Athènes a été de rappeler son ambassadeur en Autriche et de préciser que les problèmes actuels ne peuvent être réglés avec des mentalités et des initiatives qui trouvent leurs racines au XIXe siècle. En Somalie, le président a approuvé une loi visant le blanchiment d'argent et le financement des groupes terroristes. Une initiative accueillie avec bienveillance par les États-Unis, qualifiant la nouvelle loi d'avancée positive pour convaincre les banques occidentales de la qualité du contrôle relatif au mouvement de capitaux vers la Somalie. Il s'agit d'une nouvelle étape initiée par le gouvernement dans le combat contre le terrorisme. La loi anti-blanchiment d'argent et anti-financement des groupes terroristes a en effet été approuvée par le chef d'État somalien. La guerre contre le terrorisme est très compliquée. Nous nous battons contre un groupe terroriste très organisé. Pendant des années, nous n'avions pas de loi capable de faire face à ce nouveau phénomène. Le terrorisme mondial est un phénomène nouveau sur la planète. Il exige une politique claire pour mieux le combattre. Un de ces aspects est le blanchiment d'argent et nous l'avons récemment inclus dans une loi. La Somalie combat déjà une insurrection armée du groupe extrémiste Al-Shabaab affilié à Al-Qaïda. Le gouvernement a fait fuir les militants de toutes les villes portuaires, une source de revenus majeure pour les terroristes depuis plusieurs années. À Mogadiscio, les autorités ont l'espoir de convaincre la communauté internationale qu'elles sont engagées dans une guerre contre Al-Shabaab. Certes, des experts ont salué l'initiative, mais selon eux, cela risque de ne pas changer grand-chose. Je doute que cette nouvelle loi combatte le terrorisme en Somalie, mais le fait que le gouvernement mette en place cette loi est une chose positive. Cela sera long avant que le gouvernement ne puisse travailler sur quelque chose de tangible. En Somalie, les terroristes obtiennent des fonds par différents moyens, pas de liquide, mais en vendant des produits. Les autorités doivent mettre à mal leur financement en contrôlant certaines activités commerciales. Pour les analystes financiers, la Banque centrale du pays n'est pas aujourd'hui en position de contrôler les mouvements de capitaux. Mais ils perçoivent ce changement comme un pas important dans la lutte contre le terrorisme. Les autorités américaines se sont félicitées de la signature de cette loi. Elles ont dit qu'elle améliorerait la confiance des banques occidentales concernant les virements par le système informel appelé Hawala. Cette nouvelle loi permettra au gouvernement somalien de contrôler les mouvements de liquidité tout en s'assurant que l'argent envoyé ne tombe pas dans les mains de groupes illégaux. Merci de nous retrouver. Il est maintenant temps de passer la parole à Sully pour aujourd'hui la Chine. Bonjour Sully, quels sont les grands titres de l'actualité en Chine aujourd'hui? Nous ouvrons cette partie avec la réponse du gouverneur de la Banque centrale chinoise face à la baisse du yuan. Il n'y a aucune raison que le yuan chinois continue de baisser. C'est ce qu'a déclaré le gouverneur de la Banque centrale chinoise Zhou Xiaochuan lors d'un briefing aux médias lors du G20 des ministres des Finances vendredi. Il a assuré qu'il n'y a aucune raison pour que le renminbi continue de se déprécier du point de vue des fondamentaux.
Cette remarque du gouverneur Zhou fait suite à des inquiétudes nées des fortes turbulences qui ont secoué le marché boursier mondial et de l'affaiblissement du yuan face au dollar. M. Zhou déclare aussi que la politique monétaire chinoise laisse encore de la place pour des ajustements. Il ajoute toutefois que la banque maintiendra une politique flexible et appropriée. Et pour ce qui est du plan de stabilisation du marché mondial, M. Zhou dit que les pays membres du G20 vont discuter de la meilleure façon de réduire les risques à moyen et court terme. Le renminbi a chuté de plus de 5% par rapport au dollar depuis août de l'an dernier. Nombreux sont ceux qui s'attendent à ce que cette chute procure un bénéfice substantiel aux exportateurs chinois. Mais est-ce vraiment le cas? Voyons notre enquête. Zhang Bin possède une compagnie qui produit des ustensiles de cuisine en acier et 80% de sa production est exportée. La dépréciation du renminbi de ces derniers mois a bénéficié au profit de M. Zhang et a changé la manière dont il gère les finances de sa compagnie. Les compagnies exportatrices font des profits très minces, d'habitude seulement de 2 ou 3%, et chaque pourcent représente beaucoup pour nos profits. Nous nous attendons à ce que le renminbi continue de se déprécier pendant un certain temps, donc nous repoussons nos échanges de devises aussi longtemps que possible pour obtenir un meilleur prix. Les autres compagnies en Chine bénéficient du même avantage que M. Zhang, mais un analyste dit que cette bonne période ne va pas durer. Les petites entreprises qui produisent des textiles, des vêtements ou des appareils électroménagers bénéficieront le plus de la dépréciation. Les plus grosses entreprises ont généralement des taux de change fixes avec les banques pour verrouiller leurs profits. Mais je pense que les avantages seront temporaires et limités. Cela prend longtemps pour transformer un changement de prix en avantage compétitif et il n'y a pas de signe que le renminbi continuera à se déprécier sur la longue durée. Le professeur remarque aussi que la demande du marché s'affaiblissant mondialement va probablement neutraliser les avantages d'un meilleur taux de change. Les données montrent que les exportations générales de la Chine en janvier ont chuté de 11,2% par rapport à l'an dernier. La société de M. Zhang ne rapporte pas une grande différence dans ses commandes par rapport à l'an dernier et elle ne veut pas voir une nette dévaluation du renminbi. Si le renminbi se déprécie trop vite, ce ne sera pas aussi bon pour nous que vous pourriez le penser. Les clients internationaux vont nous demander de baisser les prix. Si le renminbi perd rapidement de sa valeur, donc l'avantage partira là. Aussi, ce n'est pas bon pour l'industrie en général parce que les compagnies qui produisent des objets de moindre qualité tireront mieux leur épingle du jeu. Avec des exportateurs qui n'attendent pas de bénéfices à long terme de la dépréciation du renminbi, il semble que le gouvernement n'attend pas non plus trop rapidement. Le ministre du Commerce, Gao Huchang, a récemment dit qu'aucun pays ne peut être à l'abri d'une baisse du commerce mondial. M. Gao a dit que la Chine doit prendre des précautions et être pleinement consciente des difficultés. Les prix du marché de l'immobilier en Chine continuent d'augmenter en janvier, selon les données du Bureau national des statistiques. Le prix des logements dans 38 villes principales chinoises sur 70 a augmenté en janvier et la ville dans le sud de la Chine, Shenzhen, se trouve en tête. Le prix de l'immobilier des nouveaux logements et des logements d'occasion a également rapidement grimpé de près de 50% par rapport à la même période l'an dernier. D'autres villes de premier plan, comme Beijing, Shanghai et Guangzhou, ont vu leur prix rebondir. D'un autre côté, 45 villes ont enregistré une chute de prix record en janvier, mais ce chiffre est inférieur aux 49 villes de la lecture préliminaire. L'industrie sidérurgique chinoise en surproduction est au premier plan des changements qui interviennent comme conséquence des réformes chinoises du côté de l'offre. Les réformes sont parmi les plus importantes sur lesquelles la Chine va se concentrer en 2016 et les experts disent que le secteur sidérurgique fait face à ce moment le plus difficile. Les unes après les autres, les aciéries chinoises mettent la clé sous la porte. Mais les marchés avaient anticipé cela depuis des années. Les principales aciéries chinoises ont affiché une perte record de 53 milliards de yuans dans les 11 premiers mois de l'année dernière. L'acier a été de toutes les matières premières la plus durement touchée. Il a chuté depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. L'industrie sidérurgique est entrée dans une phase très difficile.
Les experts de l'industrie disent que la capacité de production du secteur sidérurgique a été de 1,2 milliard de tonnes en 2014, mais elle avait été de 600 millions de tonnes en 2008. La hausse de 75,8% a été la cause principale des pertes. La pression sur les gouvernements locaux est forte, spécialement sur les ouvriers de la sidérurgie qui ont perdu leur emploi. Cependant, c'est une bonne chose pour l'industrie dans son ensemble. Se débarrasser des surcapacités est inévitable. Des signes positifs apparaissent pourtant maintenant. Les statistiques officielles montrent que la capacité de la sidérurgie a déjà été réduite de 15%, ce qui signifie que plus de 180 aciéries ont cessé leurs opérations. Emmenée par Mercedes-Benz et la hausse de ses ventes de véhicules qui augmentent de 50% chaque année, les marques aux automobiles de luxe peuvent être satisfaites de leur performance de janvier en Chine. Le ralentissement de l'économie chinoise a vu l'année 2015 se terminer avec des ventes de véhicules de luxe à des niveaux de croissance très bas. Comment les constructeurs automobiles rivalisent-ils pour gagner des parts de marché dans une économie qui ralentit? Reportage. La course de l'an dernier avait à nouveau couronné Audi, mais l'entreprise a connu une réduction de ses ventes de 1,4%. BMW a conservé sa deuxième place avec une modeste croissance de 1,7% et devrait vendre 100 000 véhicules de plus pour prendre la première place à Audi. À la troisième place, Mercedes-Benz faisait figure de mouton noir sur ce marché morose. Elle affiche aujourd'hui une croissance de 28,9%. Zhao Sefu, directeur général de la société de conseil automobile China Auto Market, nous montre comment la sortie de nouveaux modèles de voitures chez Mercedes-Benz a favorisé cette croissance exceptionnelle. Si Mercedes-Benz a connu une telle croissance ces 2 dernières années, c'est d'abord parce que de la seconde moitié de 2014 jusqu'à maintenant, Mercedes-Benz a sorti de nouveaux modèles de véhicules et a amélioré certains anciens modèles. Nous avons découvert sa nouvelle C-Class lors du second semestre 2014, la GLA, GLC et GLE qui a été lancée l'an dernier. Et il y a aussi le modèle phare E-Class qui sera lancé cette année et qui nous intéresse tout particulièrement. C'est une mise à niveau intensive de ces modèles de voitures. Les nouveaux modèles de véhicules sont très compétitifs lorsqu'ils sortent et c'est la raison pour laquelle Mercedes-Benz a connu un taux de croissance bien meilleur que ses concurrents sur le marché. Les marques comme Jaguar, Land Rover, Lexus ou encore Volvo vont rivaliser pour vendre plus de 100 000 véhicules cette année. Cependant, la croissance du marché est descendue à 11% l'an dernier, après le pic de 30% de 2012. Afin d'améliorer les ventes, malgré cette économie qui ralentit, la compétitivité par les prix est devenue vitale. Tout particulièrement depuis le second semestre de l'an dernier, où M. Zhao a vu des revendeurs commencer à offrir des remises de 20%, voire 30%. Il existe d'autres moyens avec plus de publicité car les clients expriment un intérêt pour des programmes de prêts avec des taux d'intérêt plus bas pour répondre aux pressions financières actuelles. Les prêts auto vont également stimuler l'envie des consommateurs pour ces automobiles. La localisation de la production en Chine a été importante pour diminuer le prix final de l'automobile ainsi que celui des pièces de rechange et de l'entretien. BMW a tout juste commencé à construire des moteurs à Shenyang cette année, dans ce qui est sa première usine de moteurs en dehors d'Europe. Cadillac a construit aussi une nouvelle usine à Shanghai et souhaite augmenter ses ventes en 2016 de 25%. Aujourd'hui, la Chine s'est terminée. Retrouvez tout de suite Wang Bota pour la fin de cette édition. Merci Julie pour cette partie Aujourd'hui la Chine. Ainsi s'achève cette édition de notre journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur CCTV français.